Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Uneo. Dans le cadre de la 8e édition du Mois sans tabac, on va parler aujourd'hui du tabac et des risques cardiovasculaires. Aujourd'hui, je suis accompagné du professeur Eric Allaire qui va se présenter en quelques instants. Mais avant cela, pour permettre aux derniers participants de nous rejoindre, je vais vous présenter ou vous représenter le fonctionnement de notre plateforme Livestorm sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est une plateforme que certains connaissent peut-être parce qu'on organise très régulièrement avec Uneo un cycle de webinaires. C'est toujours la même plateforme, mais je vous la présente quand même au cas où. Vous avez en bas à droite de votre écran un onglet de chat. Je vois que certains l'ont déjà trouvé et sont en train de nous dire bonjour. Donc, effectivement, vous pouvez réagir ici et écrire ce que vous souhaitez. Vous avez accès également à des émoticônes avec un petit bouton, un petit onglet réagir. Je vois que certains ont trouvé également cette fonctionnalité-là. Et puis, dernière fonctionnalité très importante, l'onglet questions. Si possible, essayez de nous poser des questions si vous en avez dans cet onglet plutôt que dans l'onglet chat, tout simplement parce qu'on va être potentiellement nombreux, le fil de discussion peut aller vite, et donc c'est plus simple pour nous de reprendre les questions dans cet onglet dédié. Sachez également que cet onglet de questions est anonyme. Nous serons donc seuls avec Eric à les voir et à les lire. Et donc, nous sélectionnerons ces questions à la fin de la conférence. On vous les lira parce que vous ne pouvez pas les voir et on y répondra donc sur la fin de la conférence. On gardera 5-7 minutes à peu près pour y répondre. Voilà, donc sentez-vous vraiment à l'aise de nous poser toutes les questions que vous souhaitez en rapport avec le thème du jour. Voilà, sur ce, on va donc se présenter. Je vous rappelle également, juste dernier point, que cette conférence est enregistrée. Vous pourrez donc la retrouver. Il y aura une communication qui sera faite par Uneo et vous pourrez accéder au replay si jamais vous souhaitiez retrouver la conférence ou si vous deviez malheureusement nous quitter avant la fin, bah, vous pourriez alors terminer sur la partie manquante. Eric, je vous laisse vous présenter. Merci Alexis Péchard, très heureux d'accompagner GAE dans cette initiative dans le cadre du Mois sans tabac. Bonjour à tous, je suis professeur de chirurgie vasculaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les vaisseaux, et bien sûr, dois-je dire malheureusement, 80% des patients que j'opère sont des patients qui fument beaucoup. Il est donc utile de dire que, eh bien, sans le tabac, je ferais un autre métier. Alors, bien sûr, je suis ravi de le faire, mais cela montre à quel point le tabac a des conséquences sur la santé et évidemment, nous le savons tous. Donc, ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est de voir en quoi, pour essayer peut-être de mieux percevoir là où on se sent plus personnellement impliqué, et puis peut-être quels sont les signes d'alerte qui font que on peut, malgré le tabac, eh bien, sauver sa vie. Hein. Il y a des signes d'alerte de santé qui doivent être connus si l'on fume. Et puis, bien sûr, avec pour objectif de bien réfléchir personnellement à ce que représente pour soi le tabagisme, parce que sans engagement personnel, eh bien, il n'y a pas de chance d'échapper à ce tabac et aux conséquences sur la santé en général. Et par ailleurs, je fais de la chirurgie des troubles de l'érection, puisque, eh bien, nous allons le voir, le tabac est à l'origine, malheureusement, de beaucoup d'impuissance. Nous le verrons tout à l'heure. Alors, voici le plan de la conférence. Je vous en laisse prendre connaissance, mais bien sûr, vous verrez chacun des chapitres défiler au fur et à mesure. Alors, j'ai commencé par ces données, on appelle cela de l'épidémiologie, c'est-à-dire on compte combien de gens dans un pays, dans une tranche d'âge, ici, consomment du tabac. Et il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, la France, malheureusement, est un très mauvais élève dans la prévention du tabagisme et surtout chez les jeunes. Alors, c'est ennuyeux parce que
Évidemment, plus on commence jeune, plus les conséquences sur la santé seront grandes. Et ça veut dire aussi que les campagnes que nous menons contre le tabagisme dans notre pays sont très insuffisantes. Et en tout cas, par rapport à ce qui se passe chez nos voisins, vous voyez quand même en rouge, en rouge sombre, apparaître la France à équivalent avec la Bulgarie, qui est un pays que je connais bien et qui est très, très impacté par le tabac. Et donc, c'est quelque chose de très, 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 très préoccupant. On assiste globalement, et malgré tout, et bien que nous ne soyons pas bons pour ça, on assiste à une relative stabilisation du tabagisme, mais malheureusement aussi, ces dernières années, vous voyez, c'est le graphique au centre, vous voyez que ces dernières années, eh bien, la décroissance du tabagisme s'est abaissée, c'est-à-dire que nous ne progressons plus dans la diminution du tabagisme. Et ça veut dire que diminuer la consommation de tabac, eh bien, c'est à la fois une préoccupation, je dirais, de santé publique dans un pays, mais là, nous sommes entre individus. On n'est pas là pour accuser le système. Nous savons tous que le tabac est mauvais, donc la question, on peut regretter que nous ne soyons pas plus actifs en France contre le tabagisme, mais le job, si je puis dire, que nous avons à faire, c'est d'abord avec nous-mêmes, avec nos proches. La troisième partie de cette présentation, de cette diapositive, ce sont des courbes qui montrent au cours du temps les préoccupations principales des Français concernant leur santé. Vous voyez, en noir, c'est le cancer. Eh bien, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que à la fois nous fumons beaucoup, en moyenne dans le pays, mais à la fois nous sommes de plus en plus préoccupés par l'une des conséquences majeures du tabagisme, que sont les cancers. Alors, c'est paradoxal, et retenons, première idée de cette diapositive, le paradoxe, c'est-à-dire que l'on peut être tout à fait conscient des dangers du tabac, avoir peur des conséquences du tabac, mais pour autant consommer le tabac et être parmi les plus grands consommateurs mondiaux du tabac en France. Un point très important qui est apparu ces 20 dernières années, c'est la recrudescence du tabagisme chez les femmes. En effet, pour des raisons culturelles, jusque dans les années 50, 60, les femmes fumaient peu. Et puis, graduellement, les femmes se sont mises à fumer. Alors, déjà, ça pose un énorme problème de santé pour chacune de ces femmes qui fument, bien évidemment, mais aussi, c'est l'illustration que, eh bien, plus on fume, plus on est malade. Parce que si vous regardez en bas la courbe sur la partie gauche de votre écran, la courbe noire, qui est année après année l'augmentation du cancer du poumon chez les femmes. Donc on part d'une période où le nombre de cancers, de nouveaux cancers du poumon chez les femmes était faible, c'est la partie plate de la courbe, et puis on voit que au fur et à mesure que le tabagisme augmente, eh bien, hélas, mais c'est bien connu, le cancer du poumon augmente. Donc c'est bien l'illustration que plus on fume, plus on est malade, et que plus on fume, moins on a de chances d'échapper aux catastrophes de la vie, aux catastrophes de la santé provoquées par le tabac. Alors, revenons un peu plus sur les femmes, faisons ce focus, et c'est la partie droite de votre écran, le tabagisme et le décès. Eh bien, c'est quand même terrible que de constater qu'un décès sur 5 chez des femmes de moins de 60 ans est dû au tabac, à la consommation de tabac. C'est terrible parce que maintenant, l'espérance de vie, surtout chez les femmes, atteint 80 ans. Donc ça veut dire que les femmes qui fument, eh bien, meurent beaucoup avant un âge où normalement on ne doit pas mourir, qui est de 65 ans ou avant 65 ans. Un décès sur 5, c'est absolument énorme. Et puis, on sait que le tabac, ça provoque le cancer du poumon, mais ça va bien au-delà,
Prenons par exemple le cancer du sein, qui est la première cause de décès par cancer chez les femmes. Eh bien, le fait de fumer augmente de 50% la probabilité d'avoir un cancer du sein pour une femme. Et puis, il y a des aspects particuliers de femmes et tabac, c'est toute la santé gynécologique de la femme. On sait que tabac et pilules font extrêmement mauvais ménage, en particulier avec un risque d'accident vasculaire cérébral considérablement accru par l'ensemble des deux. Alors, j'ai envie de dire, bien sûr, il ne faut pas fumer, mais si on fume, il faut en parler à son médecin pour choisir un moyen de contraception qui soit le moins accélérateur des problèmes qu'on peut avoir avec le tabagisme. Le tabac modifie les cycles des règles, hein, et c'est quelque chose qui est un problème que l'on sait être de plus en plus fréquent. C'est aussi ça abîme beaucoup la fécondité, pardonnez-moi, c'est-à-dire que avoir des enfants est plus difficile quand on fume pour une femme que ne pas fumer. Et on sait que eh bien, les problèmes de fécondité des couples, mais des femmes, augmentent de plus en plus depuis ces dernières décennies. Et il y a une accélération actuelle, et donc la part du tabagisme est certainement importante dans ce phénomène. Eric, on a juste une remarque ou question dans le chat que je trouve intéressante, qui est pourquoi démarrer la présentation par la consommation de tabac-cancer chez la femme? Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais... Alors, oui, pourquoi? Alors, je ne l'ai pas démarré chez la femme, hein, je l'ai démarré peut-être, avez-vous pris cette présentation peut-être à partir de cette deuxième diapositive, mais la première était générale. Pourquoi chez les femmes? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est parce que les femmes sont une nouvelle population extrêmement impactée par le tabagisme et que la croissance du tabac accélère considérablement les problèmes de santé chez les femmes. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Voilà pourquoi j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Alors, les principales conséquences du tabac, ce sont les cancers, évidemment, au premier chef, le cancer du poumon, pas seulement, le cancer de la vessie, on l'a vu pour le cancer du sein, et puis ça altère aussi le fonctionnement des artères, et ça provoque des maladies cardiaques. Eh bien, pourquoi? Eh bien, vous savez, nous sommes tous très sensibles à la question de la pollution, et à très très juste titre, et à la détérioration de la planète, mais quand on fume, on vit dans une planète polluée fois 1000 que si on se promène même au bord du périphérique, à Paris. Hein. On estime à 4000 le nombre de produits chimiques qui sont dégagés dans la fumée de cigarettes, et on sait que 50 au moins de ces molécules sont hautement cancérigènes, c'est-à-dire, hélas, provoquent énormément de cancers. Alors, vous avez sur la partie droite une cigarette, et alors c'est écrit un peu petit, si ça vous intéresse, vous pouvez faire une capture d'écran. Vous voyez la multiplicité de ces molécules. Certaines sont choisies ici. Ce sont des molécules qui agissent de manière défavorable sur le fonctionnement des vaisseaux, sur le fonctionnement du sang, sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement des reins, etc., etc. Quelles sont les conséquences en termes de décès et comment, si l'on essaie d'aller plus en détail sur, hélas, la manière de décéder quand on fume, on voit les choses suivantes. Alors, sur 600 000 décès en France qui surviennent chaque année en moyenne, 66 000, c'est-à-dire 10%, sont attribuables à la consommation du tabac. Donc c'est beaucoup, hein, c'est 1 sur 10. On a vu tout à l'heure que pour les femmes, c'était 1 sur 5, hein, mais si on mélange femmes et hommes dans une même analyse, eh bien on trouve 1 sur 10. Cela se distribue de la manière suivante, 49 000 décès par cancer et 17 000 par maladie cardiovasculaire. Alors, ça fait partie de ce que l'on appelle les causes
évitable de décès, hein, le fait de vieillir, pardon, le, il y a une certaine réverbération, le fait de vieillir provoque, enfin est inévitable, excusez-moi, avoir un diabète, on peut plus ou moins le maîtriser, mais fumer, évidemment, on en est les seuls maîtres. Donc, c'est tout de même dommage, si je puis dire, de constater que 49 000 personnes décèdent, alors que si elles avaient pu se soustraire au tabac, eh bien, elles ne seraient pas décédées. Voilà. Donc le tabac est la première cause de décès et évidemment la première cause évitable de cancer. Alors, il y a des chiffres, hein, il y a des proportions, et elles sont importantes. Si l'on prend le cancer du poumon, eh bien, le fait de fumer multiplie par 25 la possibilité d'avoir un cancer du poumon. Vous voyez, c'est énorme. Ça veut dire que pratiquement, si l'on ne fume pas, on n'a aucun risque ou très, très faible, et que si on fume, on multiplie ce risque par 25. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, c'est la droite de votre écran. Le risque d'infarctus du myocarde est multiplié par 1,6 à 5. Alors, ça dépend de l'âge auquel on a commencé l'exposition au tabac, de la quantité que l'on fume, de certaines susceptibilités personnelles très vraisemblablement, mais c'est considérable, et le risque d'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire schématiquement les hémiplégies, hein, ces catastrophes de la vie qui changent sa propre vie et celle de sa famille, de son entourage, est doublé par la consommation de tabac. Et Eric, ça Oui. fait 2-3 minutes qu'il y a un peu d'écho, effectivement. Oui. Je ne sais pas si vous avez changé quelque chose. Alors, en principe, non. Je vais voir. Voilà. Là, non. Là, c'est bien, oui, ça me semble bien. Ah, là, c'est mieux. Vous Oui, beaucoup m'entendez? mieux. Là, c'est très très bien, oui. Là, c'est mieux. Ça me semble beaucoup mieux, oui. Bon. Alors, il y a une chose importante, c'est essayer de percevoir dans ce que fait le tabac sur la santé. Non, c'est c'est On toujours. recommence. Ouais. Je ne vois pas comment. Là, c'est mieux, J'ai l'impression, mais mais vous m'entendez moins, non? non, là, ça va. Mais c'est Ah quand bah vous très avez bien. recommencé à parler, ça avait redémarré. Ok. Et là, vous m'entendez? Très bien. Non. Ok. Continuons ainsi. On croise les doigts. Ouais. Ça, c'est du vécu pour un chirurgien. Quand une femme vient se faire opérer parce qu'elle a les artères, l'aorte, les artères des jambes complètement bouchées, il faut, c'est un homme, c'est pareil d'ailleurs, il faut faire une chirurgie. Mais j'ai remarqué qu'il y a un excellent moyen de faire conscience, prendre conscience de la gravité du problème. Bien sûr, c'est le fait de devoir être opéré, ça va de soi. Mais il y a un moyen d'être beaucoup plus positif, c'est de regarder le teint, le visage de la personne qui fume. Vous voyez sur cette diapositive, qui est un peu une sorte de caricature, mais la partie gauche de ce visage, enfin sur la gauche de votre écran, c'est un visage exposé au tabac et à droite, quand on n'est pas exposé au tabac. Mais ce qui est formidable, c'est qu'à droite, c'est le même aspect quand on a arrêté le tabagisme. C'est-à-dire que comme chirurgien expérimenté, à voir des gens qui fument ou qui ne fument pas, ou qui arrêtent de fumer, eh bien, quand ils entrent dans le cabinet de consultation, 1 mois, 2 mois après l'opération, je peux vous dire, vous avez continué à fumer, ou ah, formidable, vous avez arrêté de fumer, c'est même pas la peine de me le dire, ça se lit sur votre visage. Et pourquoi est-ce que ça se lit? Eh bien, c'est parce que le tabac, entre autres dégâts provoqués dans l'organisme, altère beaucoup la peau. Ça la rend plus grise, ça accentue les rides, ça la rend plus flasque. Et quand on arrête de fumer, eh bien, beaucoup de ces phénomènes régressent. Alors, c'est un clin d'œil, mais ce clin d'œil est important parce que ça montre que, eh bien, on peut regarder son propre corps pour trouver des motivations à arrêter le tabac, en plus, bien sûr, de penser au risque que le tabagisme représente. Eh bien, figurez-vous, pour les hommes, c'est un peu la même chose, c'est un autre pendant, ce sont les troubles de l'érection. Vous savez combien les hommes sont
très sensibles à cette question du fonctionnement de leur organisme et de manière extrêmement légitime, on le verra tout à l'heure. En effet, le tabac est un grand ennemi de la fonction sexuelle et chez l'homme, cela provoque des troubles de l'érection. Alors, au stade aigu, au début, quand on fume, ça s'appelle les pannes sexuelles. Hein, tout d'un coup, lors d'un rapport sexuel, l'érection s'effondre. Eh bien, c'est dû à des spasmes des artères provoqués par le tabac. Et puis, si on continue au long cours, eh bien, les artères se bougent définitivement. Donc, là, on arrive à un stade irréversible, ou alors il faut un traitement, mais c'est plus compliqué. Donc, ça aussi, c'est un élément extrêmement important à considérer. Qu'est-ce que je peux faire de formidable dans ma vie pour améliorer ma vie en arrêtant le tabac, au-delà d'éviter des cancers, au-delà d'éviter des infarctus? Eh bien, je peux conserver ou améliorer ma santé sexuelle. Alors, comment ça marche, le tabac sur les artères? Vous avez à la partie gauche de votre écran, une des conséquences, ce sont les artères qui se bouchent. Et qu'est-ce qui se passe quand une artère se bouche? Eh bien, au niveau du cœur, ça fait ce qu'on appelle l'angine de poitrine, c'est-à-dire des douleurs quand on marche, un infarctus du myocarde. Au niveau des jambes, ça fait des gangrènes. Et puis, au niveau du pénis, ça fait de la dysfonction érectile. Ça peut aussi, au contraire, dilater les artères. Ça s'appelle des anévrismes. Et le risque des anévrismes, c'est la rupture d'anévrisme. Et au niveau des artères carotides qui sont dans le cou et qui apportent le sang au cerveau, eh bien, cela provoque des encrassements. Et ces encrassements peuvent migrer en fait vers le cerveau. Et c'est ça qui va boucher une artère du cerveau et provoquer ce qu'on appelle une hémiplégie, c'est-à-dire, hélas, l'impossibilité, en général pour toujours, de bouger la moitié du corps. Comment est-ce qu'on traite cela? Alors, ce n'est pas du tout une incitation pour fumer en disant il y a des solutions. Non, c'est juste pour dire que quand un fumeur, hélas, en arrive à avoir un infarctus du myocarde ou de l'angine de poitrine ou des douleurs à la marche et un risque de gangrène, eh bien, la médecine et la chirurgie peuvent améliorer la situation et essayer au maximum de prévenir ces catastrophes. Alors, c'est encourageant parce que à partir de là, on peut se dire aussi, c'est une autre étape, comment je vais faire pour arrêter de fumer. Donc ça, vous connaissez peut-être au moins le terme de stent, hein, c'était très populaire au niveau des artères coronaires, et c'est un petit grillage qui aide à ouvrir le passage du sang dans l'artère coronaire et ça permet de traiter un infarctus du myocarde. Pour les dilatations de l'aorte, vous voyez qui sont les anévrismes, le risque c'est la rupture, vous voyez qu'on met à l'intérieur de l'aorte, maintenant on n'ouvre plus beaucoup le ventre, on faisait ça avant, par le pli de laine, on glisse ces sortes de gainages que l'on place à l'intérieur de l'aorte. Vous avez à gauche ici une dilatation de l'aorte et à droite la dilatation qui est toujours là mais qui est traitée par la mise en place à l'intérieur de cette endoprothèse, évitant le décès par rupture. Alors, ça, c'est malheureusement des stades extrêmement avancés, mais il y a une chose qui est extrêmement importante à connaître quand on fume, ce sont toutes les alertes qui font qu'il faut aller immédiatement ou non, on va le voir, chercher du secours pour éviter une catastrophe encore plus grave. Les douleurs dans la poitrine, ça s'appelle l'angine de poitrine, sont très graves parce que ça annonce un infarctus du myocarde, c'est-à-dire la mort d'une partie du muscle cardiaque. Et il faut connaître ces signes d'alerte. Ce sont typiquement des douleurs dans la mâchoire, des douleurs au niveau du bras gauche, des douleurs dans la poitrine, des étourdissements. Là, tout de suite, il faut appeler les urgences, même si ça ne dure que quelques minutes. Et à ce moment-là, on aura un bilan cardiaque poussé, on verra s'il s'agit bien d'un problème cardiaque et très probablement, on aura un stent au niveau des coronaires pour sauver ce qu'on peut sauver du muscle cardiaque. Alors, c'est déjà un peu tard, mais évidemment, il aurait mieux valu pouvoir arrêter le tabac avant. Mais si on en est là et si on fume, il faut tout de suite aller chercher du secours. Un autre domaine extrêmement important, l'autre meurtrier, c'est l'hémiplégie dont nous avons parlé.
il y a un message extrêmement important. Nos mouvements, notre parole sont faits pour fonctionner tout le temps de manière fluide. Si ça s'interrompt pendant ne serait-ce qu'une minute, c'est un signe d'alerte redoutable et ça doit conduire à appeler d'urgence du secours. Si l'on ne peut plus bouger un bras, une jambe, une partie du visage, si on voit un voile noir descendre devant l'œil, si on a du mal à trouver ces mots, mais de manière extrêmement importante, même si ça dure une minute, même si ça dure 2 minutes, alarme, il faut aller chercher du secours parce que eh bien, c'est probablement un caillot qui est parti se loger dans une artère du cerveau et on a 3 heures pour sauver cette partie du cerveau. On peut le faire, mais il faut réagir très vite. Autre domaine d'alerte, ce sont les douleurs au niveau du mollet. Ça s'appelle la claudication du mollet. Quand on marche, eh bien, on a une crampe. C'est embêtant aussi parce qu'on peut être amputé à cause de ça, s'il y a une gangrène qui s'installe. Et puis, c'est aussi le signe que probablement on est des artères malades, que probablement on peut faire un accident vasculaire cérébral. Donc, il faut aller voir son médecin. C'est moins urgent, avoir une échographie Doppler, un bilan cardiaque. Et vous voyez, à chaque fois, le leitmotiv, c'est face à cette, non plus menace, mais à cet événement gravissime, eh bien, tout faire pour arrêter le tabac. Autre signe d'alerte, j'appelle cela un symptôme sentinelle, c'est la disparition des érections le matin. Les érections le matin n'ont rien à voir avec le désir, elles n'ont rien à voir avec la stimulation sexuelle, c'est un réflexe comme de bâiller, comme d'éternuer. Eh bien, si pendant 3 mois un homme n'a plus d'érection le matin, alerte, il faut aller voir son médecin, car c'est très possiblement l'apparition des conséquences d'un tabagisme, c'est-à-dire que les petites artères qui mènent le sang au pénis commencent à se boucher très très sérieusement. Alors, c'est embêtant pour les érections et la vie sexuelle. C'est aussi embêtant parce qu'en général, ça anticipe de 2 à 3 ans un futur infarctus du myocarde, un futur, une future hémiplégie. Donc, c'est ce symptôme sentinelle. Il faut vraiment l'apprendre. Ce n'est pas encore connu, mais il faut l'apprendre et il faut que ça devienne un réflexe de prise en charge de sa santé. Eric, juste une Oui. petite question qui nous est posée là dans le chat. Jusqu'à quel âge pour ces érections? Alors, il y a les érections du matin. Excusez-moi. Les érections du matin, il n'y a pas vraiment d'âge. Hein. Il y a la ménopause chez les femmes qui est à peu près constante dans sa survenue. Chez les hommes, c'est très très variable. Plus on vieillit, plus ça peut s'installer. Mais à 70 ans, normalement, si les artères fonctionnent bien, si on n'a pas de déficit hormonal, on doit encore avoir des érections le matin. Voilà. Alors, l'hygiène de vie et le tabac. Alors, est-ce que arrêter de fumer, c'est intéressant? Parce qu'on le dit, mais encore faut-il des chiffres. Hein. Eh bien, en ce qui concerne les problèmes cardiaques, quand au bout d'un an, on a arrêté de fumer, au bout d'un an, on a 50% en moins de risque d'infarctus du myocarde. Et au bout de 5 ans d'arrêt du tabac, on redevient une personne qui n'a jamais fumé quant au risque d'avoir un infarctus du myocarde. Donc ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. En ce qui concerne les cancers, particulièrement... Excusez-moi Eric, ça assure à nouveau un tout petit peu. Ça a redémarré Ok, donc je vais depuis la rebaisser. question. Je ne sais pas. Là, ça va là? Ça semble aller, C'est ouais. mieux là? Oui, j'ai l'impression. Il y a mon écho, entendu. Donc en ce qui concerne les cancers du poumon, l'effet met un peu plus de temps à s'installer. Il faut 5 ans pour diminuer le risque. Donc ça veut dire que l'horloge tourne hein, et qu'il faut vraiment avoir en tête que plus on met en œuvre tôt le sevrage tabagique, mieux et plus tôt on en aura évidemment les bénéfices quant à sa santé. Vous voyez, quand on arrête à 40 ans de fumer, on augmente de 7 ans son espérance de vie. C'est phénoménal. Et quand on a 5 ans, on augmente de 4 ans cette espérance de vie. Songez à la fin de sa vie ce qu'on peut faire de plus quand on est, alors ça ne vous concerne peut-être pas, ou certains d'entre vous, j'en sais rien, quand on est grand-père, est-ce qu'on va voir longtemps ses petits-enfants ou pas? Est-ce qu'on va vivre avec sa femme? Est-ce qu'on va aller faire ce qu'on aime? Eh bien, tout ça, c'est très conditionné par l'arrêt du tabac.
juste une chose, 7 ans d'espérance de vie gagnée quand on arrête de fumer. Voilà, s'il y a un chiffre à retenir peut-être de cette présentation, de cette partie de la présentation, c'est ça. Alors, arrêter le tabac, c'est possible. Il y a une liste de moyens. Il faut se retourner vers son médecin. Il y a des médecins spécialisés. Il y a des coachings. Ça, je crois beaucoup à l'importance du coaching pour arrêter de fumer. Il faut savoir que ce n'est pas facile. Et donc, il faut se faire aider. Il faut vraiment se faire aider. Et moi, j'aime bien donner une perception la plus positive possible de cet arrêt du tabac, qui est un effort. C'est remettre à neuf son corps. Et travailler dans la manière de remettre sa santé en ordre. Penser au stress, pas seulement au tabac, penser au poids, au sommeil, faire un bilan du sein, du côlon, du foie, etc., des éventuels cancers, restructurer sa vie en faisant du sport, en mangeant autrement, en dormant mieux, en gérant son stress. Et puis, un prolongement de ça, c'est un peu comme vous voyez, une actrice ou un acteur qui se regarde dans le miroir et qui dit je vais changer ma vie, je vais reprogrammer ma vie, fumer, ça coûte cher. Cet argent, je vais peut-être pouvoir l'utiliser autrement, faire des choses, soigner mon apparence, mon visage, faire des loisirs, m'habiller autrement, avoir une sexualité autre, plus proche de celle que j'aime. Alors, il y a quelque chose, et je vais terminer là-dessus, le vapotage. On me pose souvent la question, est-ce que c'est mieux que le tabac? Alors, il y a deux choses. D'abord, si on ne fume pas, le vapotage, c'est une catastrophe de santé. Et il y a quelque chose de très, très alarmant, c'est de dire qu'on va faire débuter un jeune par le vapotage en disant mais c'est moins dangereux que le tabac. Mais c'est horrible. C'est une aberration de santé. Pour un jeune, vapoter, c'est dangereux. Et l'autre point, c'est quand on fume, est-ce que vapoter, c'est mieux? Alors, pas très clair. En tout cas, il n'y a pas de démonstration que le vapotage aide au sevrage tabagique. C'est un fait d'enquête de médecine, c'est comme ça. Mais ça montre à quel point, en tout cas, le sevrage tabagique est difficile et le vapotage, en tout cas, et ça c'est le message, n'est pas l'arme miracle. Eric, il y a une question, il y avait une question du coup avant que je prenne la suite. J'avais annoncé à la personne qu'on la traiterait à la fin, mais finalement je trouve que c'est le bon moment, qui avait été posée au moment où vous parliez des risques en matière sur le plan artériel, etc. Il y avait une question plus spécifique sur l'impact de la cigarette électronique à l'égard des artères. Est-ce qu'il y a un risque ou pas sur ce point-là, en Alors matière de oui, bouchon, hein? oui, il y a un risque, il est moins élevé, mais comme on met de la nicotine dans le vapotage, oui, il y a ce risque. Et l'autre chose, c'est que en fait, le vapotage, en général, n'évite pas le tabagisme au long cours. Et ça, c'est le problème. Donc, malheureusement, et pour répondre à la question, on ne peut pas considérer que vapoter est un bon substitut au tabac. Merci Eric. On arrive Merci. sur donc la seconde partie de cette conférence qui va arriver plutôt là sur la partie dépendance au tabac. Eric l'a rappelé, c'est difficile de s'en séparer, tout simplement parce qu'effectivement le tabac est une addiction. C'est d'ailleurs la première des addictions, hein. C'est l'un des produits les plus addictifs, les plus addictogènes qui existent. C'est un produit qui est plus addictif encore que l'alcool ou d'autres produits. Alors concrètement, comment ça se construit cette dépendance? Eh ben, elle se situe à 3 niveaux. Vous avez tout d'abord une dépendance physique, une dépendance physiologique qui fait que vous avez derrière des symptômes de manque ou des symptômes de sevrage à l'arrêt de la cigarette, mais également qui va faire que vous êtes amené à en reconsommer, notamment parfois tôt, parfois même dès le réveil, pour des personnes qui ont des dépendances physiques importantes à la nicotine. Donc ça, c'est vraiment le premier volet, le volet physiologique. On a également un volet psychologique qui est très fort, qui est important en matière de dépendance au tabac. La dépendance psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'associer le tabac
quelle que soit la forme sous laquelle il est consommé, hein, que ce soit du tabac manufacturé, du tabac en chicha ou autre, c'est de l'associer à une forme de récompense et de plaisir. Et puis le volet comportemental, il est là aussi extrêmement fort quand on parle de tabac. C'est tous ces gestes, toutes ces habitudes du quotidien qui va faire qu'on va associer un contexte, par exemple, à une consommation de tabac. C'est l'exemple de la pause cigarette au travail, c'est la cigarette en terrasse, etc., etc. C'est l'association entre café et tabac, etc. Alcool, tabac. Voilà, vous avez comme ça des couples, entre guillemets, si je puis dire, qui malheureusement ici se marient bien, si je puis dire. Donc, quand on est sur une prise en charge tabac, on est vraiment sur la prise en compte de ces trois aspects, de ces trois volets, et pas uniquement sur un volet physiologique. Donc ça, c'est très important à comprendre. La dépendance physique, comment est-ce qu'elle s'installe, comment elle se construit? Alors, si vous avez déjà participé à d'autres webinaires avec nous, vous nous avez déjà entendu parler du circuit de la récompense. Le tabac, ici, il va venir se mettre, se positionner au niveau de notre cerveau sur les récepteurs nicotiniques et où derrière, il va y avoir une saturation de ces récepteurs et notre organisme va s'adapter et va donc devoir en créer de nouveaux. Il va donc y avoir une augmentation de ces récepteurs et ce surplus va entraîner sur le moyen terme des symptômes de manque jusqu'à ce qu'ils reçoivent de la nicotine. Donc, tout simplement, votre cerveau vous envoie des messages de manque. Ces symptômes de manque, c'est de l'irritabilité, de la nervosité, des pensées obsédantes, ce genre de choses, qui va faire que vous êtes amené à reconsommer. Donc la cigarette, la première appelle la suivante, etc. C'est ce qui nous fait dire d'ailleurs en matière de prévention et notamment de réduction des risques, d'essayer, si vous n'êtes pas dans une logique d'arrêt mais de diminution, d'essayer déjà de retarder le plus possible l'heure de votre première cigarette le plus tard possible après votre réveil. Parce que l'on sait, votre première cigarette vous remet dans la spirale de la seconde, de la troisième, et ainsi de suite, liée à votre consommation de la journée. Les symptômes de manque, je vous en ai donné quelques-uns hein, sur le plan physiologique. C'est des pulsions extrêmement fortes, hein, des idées obsédantes qui se manifestent un peu sous le. On prend souvent l'image d'une vague. C'est un petit peu ça qui se passe, ou ce qui nous est décrit par les patients. L'irritabilité, de la nervosité, de l'agitation, de l'anxiété. Mais ça peut également avoir des conséquences importantes au niveau du sommeil, au niveau de l'humeur, etc. La dépendance psychologique, je rentre un peu plus dans le détail par rapport à ce que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure. Elle dure encore plus longtemps que la dépendance physique. La dépendance physique, la réponse, c'est vraiment tout ce qui va se jouer au niveau des substituts nicotiniques, j'y reviendrai tout à l'heure, et les différentes formes d'aide à l'arrêt. La dépendance psychologique, elle a une fonction vraiment spécifique. Elle va souvent être utilisée d'ailleurs, et c'est ce qui peut amener des personnes à en consommer du tabac ou à ne pas vouloir arrêter. Ça peut être pour gérer son stress, gérer une forme d'anxiété. Ça peut être utilisé également comme un coupe-faim dans une logique également de stimulation intellectuelle, de béquille également en matière de confiance en soi, de rapport aux autres, en société, en groupe, etc. C'est vraiment ces aspects-là qui sont très forts et où le tabac peut amener, ou peut sembler amener en tout cas, une réponse positive chez les consommateurs. Ça peut être une raison pour laquelle on va se tourner vers le tabac, y compris pour les plus jeunes, mais également des facteurs qui vont faire que des personnes vont avoir parfois des freins à diminuer ou arrêter leur tabac pour ces raisons-là. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont à accompagner dans le cadre d'un accompagnement et d'une prise en charge, si ces points-là sont importants pour vous. La dépendance comportementale, je vous l'avais expliqué également en quelques mots tout à l'heure, c'est vraiment ces associations, ces automatismes qui vont s'ancrer dans nos habitudes de vie et qui vont associer à certaines situations, à certains contextes, le besoin d'avoir une consommation de tabac. Ces situations, c'est pourquoi on en parle, parce que c'est important également de les identifier, notamment si vous êtes dans une logique d'arrêt, pour identifier derrière ces premiers facteurs de risque ou ces zones de vulnérabilité pour savoir comment y répondre, comment les éviter ou quoi mettre en place dans ces moments plus à risque ou ces moments en tout cas que l'on peut avoir en matière d'habitude de vie. Ça peut être effectivement une sortie de métro, ça peut être une pause dans le cadre du travail, c'est l'alliance café-cigarette, alcool, apéro,
tabac, etc., etc., dans le cadre d'une soirée festive. Voilà, ce sont vraiment ces contextes sociaux qui sont à identifier. On n'a pas forcément tous les mêmes, la liste n'est pas non plus exhaustive, mais là encore, c'est important de les identifier et de prendre le temps de les identifier parce que dans ces moments-là, on le sait, la vulnérabilité au début d'un arrêt peut être plus importante. Tout ça m'amène du coup à vous parler de la préparation. L'idée, c'est effectivement pour que se donner, se maximiser le plus possible les chances de réussir un arrêt ou une nouvelle tentative, si vous avez déjà été amené à arrêter le tabac, c'est de bien se préparer. Alors je vous ai listé ici, je vous ai proposé quelques points. La première chose, c'est effectivement faire le point sur sa dépendance et notamment sur sa dépendance physique. On n'a pas forcément tous besoin de substituts, mais si on en a besoin, il ne s'agit pas de s'en priver, on le sait, les substituts nicotiniques maximisent les chances de réussite du sevrage et de l'abstinence dans le temps. Là encore, il s'agira d'adapter le substitut en fonction du degré de dépendance physique et de ce dont vous allez avoir besoin parce que les degrés d'action ne sont pas les mêmes d'un substitut à l'autre. Ça va être également d'essayer d'observer sans jugement les cigarettes que vous consommez. Vous pouvez avoir une sorte d'agenda de consommation, ça se pratique beaucoup, pour identifier à quel moment vous prenez du tabac et dans quelle mesure il y a eu ou pas un déclencheur extérieur. Ce déclencheur, il peut être lié à l'aspect comportemental que j'évoquais tout à l'heure, cette association par exemple pause cigarette, l'association apéro cigarette, etc. Mais il peut être également déclenché par une humeur, un contexte, de l'ennui, ce genre de choses. Donc vraiment identifier pour bien se connaître et comprendre dans quel contexte vous consommez du tabac. Bien connaître également ses motivations, elles sont personnelles et il va falloir là aussi travailler dessus. Et donc c'est ce que va faire un professionnel de santé qui est formé à ces prises en charge. C'est ce qu'on appelle un travail motivationnel pour vraiment venir capitaliser sur ces motivations et vous permettre d'aller au-delà parfois de la seule motivation, même si bien évidemment elle est légitime et bonne autour de la santé, mais il n'y a pas que ça. Eric il vous a parlé de la santé, vous a parlé de la peau, vous a donné quelques éléments de motivation, mais il y en a d'autres. Et donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir aussi travailler. Informer son entourage également, c'est quelque chose d'important. Supprimer tout ce qui peut vous inciter à fumer. Évidemment, avoir des paquets de cigarettes chez soi alors que vous avez arrêté, c'est un peu jouer avec le feu, notamment au début. C'est forcément un facteur de risque. Ça peut être également de modifier certaines habitudes de vie, vous faire accompagner également, alors évidemment d'un professionnel de santé, d'un tabacologue, d'un addictologue, votre médecin traitant éventuellement, mais également si vous en ressentez le besoin ou que le sujet se pose ou que c'est une inquiétude de la prendre en compte dès le départ d'un nutritionniste si vous avez une peur de prendre du poids et si cette peur est vraiment un frein important pour vous. Sachez qu'il y a une prise de poids qui est normale, même si elle inquiète, dans la mesure où elle est comprise entre globalement 1 et 2 kilos à l'arrêt du tabac. S'il y a plus, c'est qu'il y a compensation, mais souvent le tabac nous maintient un tout petit peu en dessous de notre poids. Je vous parlais de coupe-faim tout à l'heure, et ben voilà. Également, on invite souvent en consultation à réfléchir, quand on parle de préparer en amont son arrêt, c'est également réfléchir symboliquement à une date à laquelle vous souhaitez débuter votre arrêt. Alors on le sait aussi en consultation, il y a des moments qui sont favorables, ça peut être un anniversaire, ça peut être le début d'année. Bien souvent, on voit à nouveau nos consultations et les demandes de consultation en début d'année sur le mois de janvier exploser gentiment avec toutes les bonnes résolutions de début d'année, toutes les personnes après l'été également, au mois de septembre, la rentrée encore, là encore des dates un peu symboliques comme ça qui parlent et où on le voit nous tout simplement dans nos agendas de consultation. Mais encore une fois, la date est quelque chose d'important. Voilà, donc ça c'est quelques conseils pratiques. Quelques conseils pratiques, encore une fois, j'insiste sur la motivation. Alors il y avait évidemment la question de la santé et tous les aspects qu'a évoqué Eric tout à l'heure. On a développé, c'est un atelier, c'est une petite activité pédagogique que l'on fait
chez GAE Conseil quand on mène des actions en présentiel. Je vous l'ai mis ici. C'est un petit outil qu'on a appelé le motivomètre. C'est un grand tableau et les points, c'est des scratchs en fait. Et puis les textes que je vous ai remis ici à droite et à gauche, ce sont les freins à droite, les motivations à gauche. C'est des cartes et vous pouvez les mettre dans le tableau. Ici, je vous le partage simplement. Mais voilà, vous pouvez effectivement travailler et voir comment, sur un curseur, vous pouvez voir quelles sont vos motivations principales, quelles sont-elles, mais également peut-être de les graduer en matière d'intensité ou d'importance pour vous. Les motivations, par exemple, ça peut être pour la peau, évoqué par Eric tout à l'heure. Ça peut être pour mon cœur. Ça peut être pour sentir bon, pour mieux respirer, pour reprendre le sport, ou aller plus loin, ou se refixer de nouveaux objectifs. Ça peut être pour mes 40 ans, mes 50 ans, mes 60 ans, mes 30 ans, bien sûr, etc. Enfin voilà, vous pouvez avoir comme ça tout un certain nombre de motivations qui vous sont extrêmement personnelles, mais qu'il est important de lister pour se préparer et là encore pour tenir dans la durée. Et puis également d'identifier, au-delà des facteurs déclencheurs, les freins qui peuvent être à prendre en compte et sur lesquels, pour certains, on peut agir également de manière préventive. On peut agir sur le stress, on peut agir sur la prise de poids, etc., etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on va pouvoir agir et sur lesquelles le professionnel pourra vous accompagner. Les bénéfices à l'arrêt, vous les connaissez, il y en a un certain nombre qui ont été évoqués aussi tout à l'heure. Eric, vous avez dit un chiffre à retenir de cette conférence, donc on en a vu quelques-uns. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des premiers bénéfices très rapidement. Le premier bénéfice, alors qui n'est pas forcément perceptible pour vous, c'est au bout de 24 heures, c'est l'élimination du monoxyde de carbone dans le sang. Ça, c'est une des premières améliorations, mais assez rapidement, dans le premier mois, première semaine, premier mois, vous allez avoir effectivement des améliorations au niveau de votre circulation, de la fluidité de votre circulation sanguine, au niveau du goût, ça c'est quelque chose qui est assez appréciable, au niveau de l'odeur, bien sûr, de l'odorat, diminution au bout d'un mois de l'atout, ce genre de choses. Alors, il n'est pas rare, on n'en a pas parlé ici, d'observer également au début du sevrage, ça peut être parfois un facteur d'inquiétude sans qu'il soit très important, mais je l'entends quelquefois en consultation tout de même, des inquiétudes ou des questionnements à se rendre compte que l'on tombe plus facilement malade ou l'impression que l'on tombe plus facilement malade au début d'un sevrage. Ça peut être aussi un signe de bonne santé, c'est aussi que vos poumons commencent à se débuter, à se rétablir, si je puis dire. Et voilà, c'est des choses assez classiques et donc tout ce qui va être tout rhume, ce genre de choses peuvent arriver assez classiquement au début. Alors, plutôt que de parler de rechute, je parle beaucoup plus en consultation de faux pas. C'est une approche qui est plus positive en matière d'accompagnement. Donc, en consultation, voilà, on parle plutôt de faux pas. C'est important de pouvoir, si vous en avez fait également l'expérience, de pouvoir capitaliser sur cette expérience du faux pas et de voir et de comprendre pourquoi est-ce que vous avez refumé, pour l'analyser et en tirer, entre guillemets, l'expérience et là encore, pouvoir être mieux accompagné. Donc je vous ai mis quelques exemples, hein. Il y en a encore une fois bien d'autres. C'est des choses qui sont extrêmement personnelles. Mais voilà quelques exemples. Je n'ai pas pris mon substitut, je n'étais pas seul, je n'avais personne pour me soutenir, je n'étais pas accompagné, j'ai voulu me faire plaisir, c'était une récompense. Enfin, voilà, tout ce genre d'exemples. Voilà. Gardez à l'esprit également, et c'est aussi pour ça, alors on est au mois de novembre, on est en plein dans le mois sans tabac. Pourquoi le mois sans tabac dure un mois? Et bien tout simplement parce que l'on sait que si vous arrivez à tenir pendant un mois complet, vous maximisez vos chances de tenir dans la durée. Et vous le voyez, c'est le petit encart que je vous ai mis ici, 80 à 88% des faux pas, j'aurais dû plutôt écrire, ont lieu dans le premier mois d'arrêt, et notamment si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel de santé. Donc, gardez à l'esprit qu'effectivement, là aussi, il faut essayer de tenir ce premier mois qui est extrêmement important pour la bonne réussite de la suite. Alors, je terminerai avant qu'on prenne vos questions, vos réactions à cette conférence, sur la présentation ou le rappel de quelques aides qui existent. Les aides, elles doivent pouvoir intervenir sur les 3 niveaux de dépendance que j'évoquais tout à l'heure.
Donc, elles sont classées ici, dépendance physique, dépendance psychologique, dépendance comportementale. Sur la dépendance physique, bien sûr, les substituts nicotiniques, tout ce qui est comprimé, inhaler, spray, tout ce genre de choses. Les substituts nicotiniques sont remboursés depuis 2019 par la Sécurité sociale à hauteur de 65%, et ce, sans limite de plafond. Et puis, le ticket modérateur peut être pris en charge pour tout ou partie par votre mutuelle. Après, tout va dépendre les garanties que vous avez. Tout ça dans la mesure où vos substituts vous ont bien été prescrits, peuvent prescrire vos médecins, bien sûr, votre médecin traitant, mais également d'autres professionnels de santé, y compris des paramédicaux comme des sages-femmes, des kinés, voilà, les infirmiers également peuvent prescrire, les dentistes également peuvent prescrire. Enfin voilà, il y a aujourd'hui toute une liste de professionnels de santé qui peuvent prescrire. Votre pharmacien peut également prescrire les substituts. Il existe également des médicaments. Sur le plan psychologique, maintenant, il peut y avoir effectivement un accompagnement par un psychiatre, par un psychologue clinicien. Il peut y avoir également, dans certaines situations, besoin d'une prescription d'un médicament, là ici pour agir sur plutôt le versant de la santé mentale en matière de prise en charge de tout ce qui est troubles anxio-dépressifs, si cela était nécessaire. Et puis, dans l'approche comportementale, ce qui est aujourd'hui recommandé, c'est ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, et également pour agir notamment sur tout ce qui est gestion du stress, anxiété, évitement de tout ce qui est situation à risque, et puis agir également en matière de gestion des émotions au sens plus global. Évidemment, toutes ces aides, elles sont à définir et à construire avec le professionnel qui vous accompagne. Vous avez également ensuite des approches différentes, mais voilà, pour lesquelles on a des études parfois contradictoires, mais sur lesquelles on a en tout cas des retours, et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont réussi à arrêter de fumer avec d'autres approches comme l'hypnose, l'acupuncture, l'homéopathie. Ça leur reste malgré tout des prises en charge complémentaires et qui peuvent effectivement fonctionner. Je voudrais également vous rappeler que on est dans le cadre du mois sans tabac, mais ça fonctionne tout le temps, un site internet qui est très bien fait. Vous avez également une application mobile. Vous pouvez accéder à des consultations gratuites avec des tabacologues. C'est via le site internet Tabac Info Service que je viens de vous mettre dans le fil de conversation. Donc vous pouvez aller directement vous y rendre. Vous pouvez accéder donc à ces tabacologues. Vous pouvez également, au-delà des tabacologues en ligne, au téléphone le 3989 qui s'affiche sur la diapo, mais vous pouvez également accéder à un annuaire pour consulter plus classiquement en cabinet. Et puis vous pouvez donc télécharger bien sûr l'application. Et puis je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à vous inscrire à l'opération du mois sans tabac, et où là vous allez avoir en plus des ressources spécifiques durant tout le mois de novembre. On est encore au début du mois, donc il est temps de rejoindre l'aventure, si je puis dire. Voilà, bah, du coup, c'est un peu ma dernière et le sens de ma dernière diapo. Pourquoi vous inscrire à Moi sans tabac? Alors évidemment, vous avez l'accès aux professionnels de santé pour être accompagné, mais ça, vous pouvez y avoir accès tout le temps. Vous avez un kit d'arrêt que vous pouvez commander avec tout un programme pendant le mois. Vous allez recevoir des newsletters, vous avez des forums, et puis vous allez pouvoir derrière vraiment retrouver cet engouement communautaire. Et là aussi, la motivation, elle ne vient pas uniquement de vous ou du travail que vous faites avec votre professionnel de santé, la personne qui vous accompagne, mais également de ressentir cet engouement collectif. Et vous pouvez d'ailleurs inviter un ami, un collègue, un conjoint, un collègue de travail ou que sais-je, à arrêter ensemble, si on est toujours plus fort quand on est plusieurs. Et c'est vraiment là-dessus aussi que se base cette philosophie du mois sans tabac et qui en fait son succès. Aujourd'hui, on est donc à la 8e édition, et sur les 7 premières éditions, on a pu attribuer à l'opération du tabac à l'opération mois sans tabac, 1 800 000 arrêts directement sur les 7 premières éditions de mois sans tabac. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous partager également un autre site
que vous connaissez pour ceux qui nous ont déjà suivis sur d'autres webinaires, qui est le site addicted.fr, le village des addictions, sur lequel vous allez pouvoir retrouver des autotests qui permettent d'évaluer une dépendance physique et psychologique au tabac. Et vous avez notamment ce qu'on a le test de Fagerstrom que vous allez pouvoir retrouver en ligne sur ce site internet. Et vous avez également un annuaire dans les ressources auquel vous allez pouvoir retrouver des lieux de consultation. Et puis, dernière ressource, vous avez également un forum qui est modéré par des anciens malades et sur lequel vous pouvez poster des messages, des billets et bénéficier là encore du soutien de ces personnes si vous le souhaitez. Donc, c'est un site internet qui est extrêmement riche. Voilà, je vous propose qu'on puisse prendre quelques questions. Alors, vous avez un onglet questions. Certains ont écrit majoritairement, vous avez écrit dans le chat. Eric, nous avons une question. Est-ce que le tabac influe sur les mitochondries? Alors oui, Peut-être les plus répondre. mitochondries sont des toutes petites choses qui sont par millions dans les cellules et qui l'aident à respirer. Donc c'est un peu le poumon de la cellule, hein, et il est très abîmé par les mitochondries. Oui. Je vous partage également un lien dont nous parlait Diane tout à l'heure. Là aussi, classiquement, comme d'habitude, un questionnaire de satisfaction de cette conférence. Questionnaire qui est anonyme. Je vous remercie de prendre juste 2 minutes pour y répondre. Donc, je viens de partager le lien dans la conversation. Je vous en remercie par avance. Alors, je vais remonter dans le fil pour voir si nous avons d'autres questions. Oui, nous avons une autre question. Est-ce que les signes d'alerte de l'infarctus sont identiques pour les hommes et les femmes? Oui, oui, mais oui, c'est-à-dire les douleurs dans la poitrine, dans le bras, la mâchoire, quelquefois au ventre. Le mais, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que les femmes avaient moins d'infarctus du myocarde que les hommes. Donc quand elles venaient aux urgences, on disait bah, une femme, elle a mal dans la poitrine, mais c'est sûrement pas un infarctus du myocarde. C'est faux, évidemment. Ce qui fait qu'il y a d'autres signes qu'on rencontre malheureusement davantage chez les femmes, qui sont des conséquences lointaines d'un infarctus qui n'a pas été diagnostiqué des semaines ou des mois avant. Et globalement, c'est la fatigue, l'essoufflement quand on monte des escaliers, cette sensation d'épuisement, de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez, ça signe un moment plus évolué de la maladie. Hein. Mais c'est juste parce que on a pris des choses un peu en retard, malheureusement. Une autre question, Eric, là encore qui est plus pour vous. Pouvez-vous me dire le maximum de mesures à ne pas dépasser pour un anévrisme de l'aorte descendante avant l'intervention chirurgicale? Au-delà de 52 mm, est-ce grave et doit-on se faire opérer? Alors, c'est très technique. C'est très En ce qui technique. concerne la localisation la plus fréquente, Alexis, qui est dans le ventre, hein, la partie de l'aorte qui est dans le ventre, c'est le seuil, c'est 50 mm. Parce qu'on considère qu'à partir de 50 mm, le risque de rupture de l'aorte est malheureusement significatif et justifie une intervention chirurgicale. On a à nouveau une question, enfin deux même. Est-ce qu'arrêter le tabac permet aux mitochondries de retrouver leur niveau d'avant-tabagisme? Alors, c'est une excellente question et je ne connais pas la réponse. Je regarderai, je pense que oui, parce que les mitochondries ont une durée de vie au sein de la cellule qui est très très brève, donc elles se renouvellent et tout l'environnement moléculaire de la cellule est très rapidement modifié après l'arrêt du tabac. Ce sont les conséquences sur le génome, vous savez, l'ADN, tout ce qui va faire les cancers qui met beaucoup plus de temps à se réparer. Mais le poumon de la cellule, oui, se régénère sûrement très très vite après l'arrêt du tabac. Une autre question, peut-être qu'on y répondra à deux, je ne sais pas. Est-ce que, Eric, qu'en est-il du tabagisme passif? Est-ce que c'est pire? C'est pas pire, mais c'est socialement plus problématique parce que ça implique les autres et ça implique ses enfants. Hein. Je me rappelle dans les années 70-80, les voitures, l'habitacle des voitures était rempli de fumée. Heureusement, on voit moins ça. Hein. Oui, c'est énorme. Moi, j'ai vu des patients qui n'avaient jamais fumé, mais qui vivaient dans un environnement de tabagisme important, avoir les mêmes maladies que les fumeurs.
Alors, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, je vois. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle question. N'hésitez pas, si il y en a d'autres qui ont des questions. J'en profite pour vous remercier à les personnes qui ont déjà répondu au questionnaire. Merci à celles qui ne l'ont pas encore fait de prendre quelques minutes. Dans l'intermède, merci à tous et merci Alexis de votre invitation. Merci Eric, c'était passionnant. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions, plutôt des remerciements. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On a tenu le timing. J'espère qu'on a répondu à vos attentes que vous aviez en vous connectant à ce webinaire sur tabac et risque cardiovasculaire. Écoutez, très bonne journée. Vous aurez donc accès classiquement au replay. Très belle journée et puis bon mois sans tabac à celles et ceux qui vont peut-être se lancer suite à ce webinaire. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. chance Au à revoir. ceux qui arrêteront. Au revoir.